ma spécialité à moi, c'est, on va dire, la sociologie d'innovation, sociologie des sciences et techniques appliquée au secteur agricole. Ça marche. Alors, les grandes idées de cette présentation, pour introduire rapidement de quoi je vais vous parler. Le premier point, c'est de penser un petit peu le rapport complexe qu'on entretient aux technologies dans nos sociétés industrialisées, appliquées au secteur agricole en particulier. Et le fait que c'est le renouvellement de ces relations à la technologie, il nous invite à penser des mécanismes jusqu'à présent peu étudiés quand on s'intéresse aux questions, aux dimensions sociales de l'innovation. Et donc, du coup, nous invite à reconsidérer et surtout à renouveler la façon dont on analyse les processus d'innovation. Alors, ma présentation sera en deux parties. La première, je reviendrai sur un petit peu de littérature sur les études de l'innovation et les principaux concepts en sciences sociales. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, au début, je devais prendre deux exemples, mais pour faire en 20 minutes, je n'en prendrai qu'un. Un exemple concret sur les questions de déclin, émergence de technologies agricoles. Alors, comme je vous le disais, on est dans une situation aujourd'hui, on pourrait le dire au niveau global, mais c'est encore plus marqué dans les pays industrialisés, une relation complexe aux technologies, où on pense à la fois qu'elles sont le futur, c'est celles qui vont nous permettre de nous en sortir, et puis en même temps, tout à fait, c'est ce que pointait Ulrich Beck dans La Société du risque, au début des années 90, le fait que les technologies sont également porteuses de risques et qu'elles ne nous apportent pas que des bénéfices. Bon, je ne dis rien de très nouveau en disant ça, mais le fait, c'est qu'on observe dans de nombreux secteurs une tendance, du coup, à essayer de faire sans certaines technologies, à essayer de se passer de certaines technologies, de certains produits qui deviennent problématiques, qui deviennent nocifs pour l'environnement ou pour la santé. Alors, vous le voyez dans plein de domaines. Je prends l'exemple des cosmétiques ici avec le cas du parabène. La question des transports, où on essaye de se séparer des voitures petit à petit, ou la question de la décarbonation générale. Dans le transport, la question d'essayer de réduire toujours la part du secteur aérien, en tout cas une décarbonation. Dans le secteur de la consommation, on a le problème du plastique. Voilà, toujours essayer de faire avec moins de plastique ou de se passer du plastique, de définir des alternatives. Et puis, dans la consommation courante, la question des emballages avec le développement de la vente en vrac, du coup, qui se définit par le fait qu'il y a plus d'emballage, ou en tout cas, il y a moins d'emballage. Alors, des technologies problématiques en la matière, si on cherche en agriculture, on en a des exemples magnifiques. Le premier qu'on pourrait prendre, c'est la question du labour, du travail du sol. On s'est rendu compte que le labour intensif, toujours plus profond qu'on a développé depuis quelques décennies, a des effets négatifs en termes d'érosion. La question des engrais, là ici on connaît bien aussi les effets sur l'environnement. Et puis on cherche aussi à s'en passer un petit peu pour des questions de prix. Ça, vous connaissez toutes et tous le contexte du moment. Les pesticides, c'est sans doute le meilleur exemple. On en a pas mal parlé ce matin, avec des effets sur la biodiversité, des effets sur la santé des consommateurs, la santé des travailleurs agricoles, des agriculteurs. La même chose pour les antibiotiques, aussi, belle technologie problématique avec la question de la résistance. Bref, on en a un paquet et le secteur agricole est vraiment un bon secteur pour étudier cette dynamique-là de mise en cause ou de mise au banc progressive de technologies qui sont devenues problématiques. Si vous regardez dans le cas du secteur alimentaire, si on commence à regarder les emballages et la signalétique des emballages, alors là, c'est absolument partout où il se trouve que le fait de plus en plus, la valeur ajoutée repose sur le fait des choses en moins. Alors, c'est quelque part, c'est ironique. Moins il y en a, plus ça coûte cher, ou en tout cas, plus c'est valorisé. Alors, les pesticides sur le bio, sans conservateur, sans colorant, sans huile de palme, les journées sans viande, les BPA, tous les conservateurs. Si vous commencez à regarder le monde qui nous entoure comme ça, vous en trouvez des exemples un peu partout. C'est assez frappant. Alors, du coup, en termes de tendance et de questions pour les sciences sociales, le constat qu'on peut poser, c'est que le sans, le moins deviennent des points de départ de l'innovation. C'est-à-dire, c'est bien l'objectif recherché, c'est ça le facteur de changement, le point de départ. Ce qui questionne on va dire une préconception à l'origine, le fait que l'innovation ne se résume pas simplement à l'introduction d'une nouveauté. Là où on a l'habitude de penser normalement qu'une innovation, c'est introduire quelque chose de nouveau, c'est introduire une nouvelle technologie. Et du coup, on a même un biais dans la façon de penser l'innovation, avec tout un lexique qu'on a autour de ça. On pense bien à l'introduction, la diffusion, l'adoption, la dissémination, le changement d'échelle, scaling up, choses comme ça. On a tout un tas de vocabulaire pour justement penser cette logique de l'expansion du plus, plutôt que de la réduction et du moins. Et puis même, ça c'est une étude que j'avais trouvée super intéressante, la question de réduire ou de retirer est presque contre nature dans notre façon de penser en général. Ça c'est de la psychologie expérimentale, les sciences du comportement, où quand on mettait des individus face à une problématique, en l'occurrence on leur demandait d'améliorer une recette, de résoudre un problème,
on a tendance à résoudre les choses en essayant d'introduire quelque chose et non pas en enlevant quelque chose. Pour améliorer une recette, on va chercher à introduire. Bon, enfin, bon, je l'invente pas, hein, c'est une situation expérimentale. Plutôt que d'enlever un ingrédient, on va plutôt chercher à introduire quelque chose de nouveau pour améliorer. Donc, la question à se poser ici, c'est comment analyser et puis performer cette nouvelle réalité. C'est produire des concepts et en même temps essayer de se donner les moyens d'accompagner ce changement ou en tout cas de provoquer cette transformation. Alors, ça tombe bien, c'est ce qu'on travaille depuis 10 ans avec certains collègues. Ça, c'est le travail qu'on avait fait, un article qu'on avait fait à l'issue de ma thèse avec mon collègue Dominique Vinck. C'était un Belge qui habite en Suisse, c'est la francophonie. Hein. Moi, j'avais fait ma thèse sur le développement de l'agriculture de conservation où on s'était rendu compte qu'introduire les techniques de semi-direct, l'agriculture de conservation, c'était pas simplement introduire une nouvelle technologie, c'était surtout se séparer du labour, convaincre des agriculteurs d'arrêter de faire quelque chose qu'ils faisaient déjà. Et donc, à partir de là, on avait conceptualisé cette idée que l'innovation pouvait passer par le retrait et qu'il fallait produire un appareil conceptuel pour penser à l'envers un peu cette question de l'innovation. On a fait quelques travaux là-dessus entre-temps. Et puis, 10 ans après la publication de l'article, on a sorti ce bouquin l'an dernier. La version en anglais va sortir enrichie en fin 2023, fin de cette année, où on a rassemblé une quinzaine d'études de cas sur plein de secteurs pour montrer que justement, c'était pas simplement propre à l'agriculture, mais qu'on le trouve dans plein de domaines, cette dynamique de retrait, de réduction, de séparation de technologies qui deviennent problématiques. Alors, on n'est pas la seule à travailler là-dessus. Loin de là, il y a un champ assez abondant. De ces dernières années, tous les travaux sur les transitions, la perspective multiniveau a vraiment permis de bien développer ce champ de travaux. Alors, avec tout un tas de terminologies, hein, on parle de phasing out, de déstabilisation. Ça, c'est un bouquin qui est sorti en début d'année, qui est sur les technologies en déclin. Bref, il y a toute une certaine émulation dans le champ des études sociales, des sciences et des techniques, d'études sociales sur l'innovation, pour justement produire un appareil conceptuel, essayer de penser tout ça aujourd'hui, cette idée de déclin de certaines technologies ou de remplacement de certaines technologies. Donc, on part du constat que, effectivement, il y a un enjeu à sortir de systèmes techniques existants ou à sortir de la dépendance à certaines technologies qui deviennent problématiques. Il y a deux options. On trouve tout un tas de discours expliquant qu'en haut, c'est la passe, quoi. C'est la fin, avec des discours assez déclinistes. C'est pas celui que je propose de saisir ici. En tout cas, c'est pas celui que je travaille dans mes travaux. Cette détechnicisation, c'est plutôt de regarder les alternatives et de comment des technologies alternatives viennent accompagner le déclin de technologie et puis finalement la relation entre les deux processus de déclin d'une technologie et d'émergence de technologies alternatives. Alors ici, je me réfère ça de quand? Ça 2017. Des collègues aux Pays-Bas qui travaillent sur cette figure de ce qu'ils appellent X-curve. Vous voyez, cette idée de une technologie décline et elle va décliner en même temps que son alternative va émerger et qu'elle va croître. Et puis, ils considèrent qu'au milieu de tout ça, il y aurait un moment, celui qui est le rond qui est entouré au milieu là, un moment de chaos, un moment de déstabilisation où quelque part les acteurs ne savent plus très bien où ils en sont. On n'a plus les solutions techniques disponibles. Bref, un moment comme son nom l'indique, un moment de chaos. Ce que je propose ici, c'est de mettre ça à l'épreuve de l'objet empirique sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années maintenant. Ça fait une dizaine d'années que je suis en Amérique latine. Pour regarder concrètement comment ça se passe, c'est-à-dire cette relation entre l'émergence des alternatives biologiques et le questionnement, la critique, le déclin souhaité ou en tout cas encouragé des intrants chimiques, à la fois fertilisants chimiques et pesticides. Alors, depuis une dizaine d'années, il y a tout un tas de politiques, de dynamiques industrielles, de dynamiques d'innovation de pratiques chez les agriculteurs pour ce qu'on appelle en Amérique latine bioinsumos, ça marche à la fois en espagnol et en portugais. C'est cette catégorie qui inclut à l'intérieur les intrants biologiques et puis le contrôle biologique. Alors, je mets ces 4 pays-là, parce que c'est ceux que j'ai travaillé en particulier, mais on trouve vraiment des initiatives un peu partout. 2 types de technologies, des biofertilisants. Biofertilisants, vous savez, il y a les composts traditionnels, mais aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé, c'est des micro-organismes, soit des rhizobiums, des azospirillum, des bactéries, qui vont, vous voyez l'histoire de symbiose avec les légumineuses, hein, capter l'azote atmosphérique de l'air ou faciliter la solubilisation du phosphore. C'est-à-dire que on implante dans les sols des micro-organismes qui vont permettre de capter des minéraux plutôt que de les apporter par des engrais chimiques. L'autre sous-famille de ces biointrants, c'est le biocontrôle, le contrôle biologique. Alors, il y a traditionnellement les insectes, la biobiologique, on connaît bien la mouche, la coccinelle et tout ça. Ce qui s'est aussi beaucoup développé depuis une quinzaine d'années, c'est plutôt un front microbiologique autour de tout ça, avec à la fois des champignons et des bactéries, principalement la famille Bacillus,
Bacillus, qui vont soit renforcer les défenses naturelles des plantes, ou en tout cas qui vont s'attaquer sinon à des parasites, à des pestes qui attaquent les cultures. Alors, c'est des technologies qui sont assez anciennes, hein, ça fait longtemps qu'on connaît leur fonctionnement, mais ce que je vous disais, il y a un boom vraiment récent en Amérique latine autour de ça, des politiques publiques, un secteur industriel, on va voir sur le cas du Brésil qui s'est vraiment développé, pour des questions de soit pression sociétale, qui n'est pas au niveau de celle qu'on peut connaître en Amérique du Nord ou en Europe, mais en tout cas une pression accrue, et puis une pression aussi accrue du côté des importateurs qui font venir ces produits vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, et puis aussi la question du coût des engrais qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, où face au coût des engrais aujourd'hui, beaucoup de gens, ou en tout cas, il y a un intérêt croissant pour les biofertilisants. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, on va le voir, c'est qu'il permet de créer un plan large, c'est-à-dire de voir assez largement comment dans cette dynamique de croisement entre deux grandes familles de technologies, ça mêle différents niveaux. C'est intéressant, on peut aborder les différents niveaux à la fois depuis les pratiques des agriculteurs jusqu'au système d'innovation et des politiques publiques. Alors, je vous ai dit, je travaillais ici, je vais revenir juste sur le cas du Brésil. Deux petites images. Alors, si vous ne lisez pas portugais, vous avez juste besoin de lire regarder les courbes et on comprend très bien la logique. Le marché est en train d'exploser autour de ça. Le nombre de produits qui sont enregistrés dans les registres officiels d'intrants, pareil, il y a une forte croissance. La réglementation a été un petit peu adaptée pour faire une place à ces technologies-là. Bref, quelque chose qui est vraiment en plein boom, quoi. Donc, quand on regarde ces technologies-là, on est vraiment dans des technologies en rupture par rapport aux technologies classiques chimiques, on va dire, issues de la chimie de synthèse, que ce soit pour les engrais, que ce soit pour les pesticides. Les modes de production sont pas du tout les mêmes. Vous ne produisez pas une bactérie comme vous faites de la synthèse d'une molécule de glyphosate. L'usage est complètement différent. En contrôle biologique, vous êtes plutôt sur la prévention, vous êtes plutôt en amont plutôt que sur le traitement où vous pulvérisez, puis 2 heures après, tout est mort. Le mode d'action est différent, le mode de stockage, les modes de logistique qui sont autour, des risques aussi. On peut avoir le risque de libérer des bactéries pathogènes dans la nature. Bref, on est vraiment sur des technologies radicalement différentes par rapport aux intrants chimiques. Il se trouve que, quand on regarde de plus près, en fait, tout ça se joue dans une logique de micro, de macro-ajustements autour desquels vont se créer une forme de continuité entre les deux technologies. Alors, je m'explique. Le premier niveau, à l'origine, ces technologies-là, elles sont, je vous dis, c'est pas des choses qui sont forcément nouvelles. Ça fait longtemps que pas mal d'acteurs promeuvent ça. En Amérique latine, c'est plutôt des acteurs du côté de défenseurs de l'agriculture biologique, défenseurs de l'agroécologie, qui parlent depuis longtemps de ces technologies alternatives qui sont disponibles. Sauf que aujourd'hui, je vous ai dit, il y a eu un tournant microbiologique assez clair dans les recherches qui sont conduites autour de ça. Quand on parle de recherche sur le biocontrôle en Amérique latine, et ça marche aussi dans les pays industrialisés, hein, le gros des sommes qui sont investies aujourd'hui, c'est sur de la microbiologie. Donc, on a une forme et c'est vraiment le monde des biotech, en fait, qui s'est emparé de ça. Ici, je vous ai juste mis une petite publicité pour une des grandes entreprises qui vend ça au Brésil. Vous voyez un petit peu, c'est symbolique, quoi. C'est pas un truc de hippie, quoi. C'est pas un truc alternatif à tout craint. C'est de la boîte de pétri, c'est du travail en labo, c'est des gens avec des blouses. C'est de la big science, quoi. C'est du vrai. Le deuxième point, c'est en termes de politique publique qui ont été développées pour promouvoir ces technologies en termes de positionnement. Je vous l'ai dit, historiquement, politiquement, on est plutôt du côté des agricultures alternatives mobilisées contre, en Argentine et au Brésil, contre l'expansion du soja, contre l'expansion de l'agrobusiness, ce genre de choses. La façon dont l'État a pris ça en charge est bien représentative. Au contraire, on a bien positionné ça dans le mainstream, en fait, des politiques agricoles. En Argentine, le programme national des biointrants, il a été positionné au sein de la Commission nationale des biotechnologies. Donc, c'est pas un hasard, encore une fois, en termes de positionnement institutionnel, de catégorisation dans l'action publique. On est vraiment dans ce monde technologique-là. Et puis, du côté du Brésil, à l'origine, avant Bolsonaro, c'était positionné dans le ministère qui traite plutôt la petite agriculture familiale et l'agroécologie. Avec Bolsonaro, tout ça ce ministère-là a été éteint. Bon, il a été réveillé par Lula, il l'a recréé derrière. Mais en tout cas, on avait créé une direction nationale de l'innovation où on mettait ce genre de technologie. Bref, on a sorti ces technologies du monde des agricultures alternatives pour les mettre dans l'appareil des politiques publiques qui traitent l'agriculture au sens large et en particulier l'agriculture qui traite plutôt de la grande agriculture. Troisième niveau d'alignement et de convergence, c'est au niveau industriel. Au Brésil, jusqu'à 2019, il y avait une association brésilienne des entreprises du contrôle biologique. À partir du début des années 2000, et ça c'est au niveau global, il y a eu vraiment des grosses logiques d'investissement
des multinationales de l'agrochimie dans les intrants biologiques, que ce soit les bactéries pour la fixation de l'azote, la solubilisation du phosphore ou le contrôle biologique, qui se sont diversifiées, au même titre qu'elles se sont diversifiées dans les semences dans les années 90. Là, il y a eu une grosse logique d'investissement de ces grandes multinationales agrochimiques autour des intrants biologiques, biofertilisants et contrôle biologique, qui a abouti à une logique très simple. En 2020, les deux ont fusionné. C'est-à-dire, à force de rachat et à force de réinvestissement, aujourd'hui au Brésil, vous n'avez plus qu'une seule association des industries d'intrants agricoles qui regroupe les biotechnologies, les fertilisants et les pesticides. Et le quatrième niveau de convergence entre ces deux types de technologies, c'est une forme de compatibilité dans la pratique au niveau des agriculteurs. Je vous dis, c'est intéressant parce que ça permet de descendre jusqu'au niveau de la parcelle et de la pratique des agriculteurs. Ici, c'est une publicité brésilienne pour un bioinsecticide où on vous dit, j'ai entouré en rouge, là, on vous dit clairement que c'est adapté pour la rotation à l'échelle du traitement d'une culture. On peut alterner les intrants biologiques avec les intrants chimiques. C'est pas du tout exclusif. Il ne s'agit pas de remplacer les uns par les autres. Et puis ici, c'est une capture d'écran aussi d'une entreprise de conseil agricole qui conseille à ses clients agriculteurs lesquels ils peuvent mélanger ou non directement dans la cuve du pulvérisateur. Alors, vous voyez, ce qui est vert, c'est compatible. Vous pouvez mélanger telle bactérie avec telle molécule. Ça peut marcher ensemble au bout d'une heure, au bout de 4 heures, au bout de 24 heures. Bref, tout un tas d'essais-erreurs qui sont faits pour dire que vous pouvez très bien utiliser, non pas simplement en rotation, mais au moment de la pulvérisation, vous pouvez associer des molécules chimiques et des micro-organismes. Donc, si je reviens à mon schéma précédent, entre mes technologies qui déclinent et mes alternatives qui émergent, ce schéma-là, à vrai dire, ne marche pas vraiment. En tout cas, le cas que j'ai étudié le contredit, puisque, alors je vais vous faire la forme du schéma, on n'est pas là, on est plutôt comme ça, en fait. On est plutôt sur des technologies qui s'hybrident, qui coexistent dans les politiques publiques, qui coexistent dans l'industrie et qui vont coexister jusque dans le pulvérisateur de l'agriculteur. On n'est pas du tout sur une logique de remplacement technologique, de substitution technologique. On est sur des logiques plutôt d'arrangement et puis une logique plutôt que de la divergence, on est sur de la convergence technologique. C'est loin d'être propre à l'agriculture. Vous l'avez dans plein d'autres domaines. Dans le domaine de la mobilité, on parle bien d'ailleurs de véhicules hybrides. Enfin, moi qui invente le terme, c'est bien ça, qui fonctionnent à différents types d'énergie. Et puis, dans les mix énergétiques, on reste dans le domaine énergétique, c'est exactement la même chose, vous voyez, avec des mix entre du solaire, entre des technologies plus traditionnelles, des technologies carbonées, du nucléaire. On n'est pas du tout sur cette vision de remplacement technologique sur le court terme, en tout cas de révolution technologique qui permettrait de s'émanciper rapidement de ces technologies qui sont devenues problématiques. Alors, du coup, quelques points de conclusion. Je reviens sur mon point de départ, qui était sur le fait que on pensait cette situation du moment nous invite un peu à penser la question de l'innovation à l'envers. C'est pas en soi totalement nouveau. Si on revient aux travaux de Schumpeter, il en parlait dès ce moment-là. Il y a bien cette idée de destruction créatrice. Il y a bien cette idée de destruction qui est inhérente à toutes les innovations. La question, c'est qu'on s'était moins donné la peine d'explorer ce côté destruction dans les innovations que de regarder le côté création, introduction d'une nouveauté. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces procédés de destruction, de retrait de technologie, de déclin de technologie, il est rendu particulièrement visible par les enjeux de durabilité, où on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, se pose la question de comment on va décarboner, comment on va réduire les pesticides, comment on va réduire les engrais, comment on va moins dépendre des antibiotiques. Dans tout un tas de domaines, on en vient à cette question de comment faire avec moins, comment faire sans. Sauf que ici, mon propos est de dire, il faut bien penser les deux en même temps. C'est pas simplement se dire ah oui, on va penser le déclin parce que ça c'est original, parce que jusqu'à présent on pensait surtout par introduction de nouveautés. L'enjeu c'est bien de penser les deux en même temps. C'est bien de penser la paire introduction d'une nouveauté, retrait de l'existant, penser la paire entre promotion d'une technologie existante et le travail de discrédit qui est fait sur les technologies dites problématiques. Et puis la façon scaling up, scaling down, comment on fait monter en échelle une nouvelle technologie et comment on arrive à réduire en même temps, ou en tout cas comment se font de façon simultanée et combinée les deux types de processus. Et puis ce qui est clair ici, on parle de transition, c'est le buzzword, quoi. On a des transitions partout aujourd'hui, tout le monde en parle. On parle même de transition durable, comme si la transition en soi devait elle-même être durable, quoi. C'est pas la transition qui doit être durable. Je termine. Ce qu'on voit ici concrètement, c'est que dans la façon dont c'est pris en charge par l'industrie, par les politiques publiques, par le citoyen dans sa pratique, on n'est absolument pas sur des questions de révolution. On n'est pas sur des ruptures technologiques. Les choses se font comme ça. Les choses se font comme ça. Elles se font sur des questions long terme.
et absolument pas sur des logiques de rupture. Ce qui donne la perspective, si on étudie, enfin, dans mon cas, je n'ai pas un avis sur comment les choses doivent être ou ne pas être. Je suis en posture extérieure, j'analyse. On voit bien que la façon dont est organisée la transition, c'est plutôt une organisation de la continuité pour que la rupture soit la moins douloureuse possible. Parce qu'il y a des emplois, parce qu'il y a une économie qui tourne autour de ça, parce qu'il y a des gens qui en vivent. Bref, il s'agit d'aménager des micro et des macro-continuités dans ces logiques de transition technologique. Alors, je mets la discussion après la conclusion pour faire un peu original. Du coup, quelques questions pour terminer. La durabilité par la continuité, on peut se poser la question si, effectivement, c'est vraiment la bonne façon de faire. Ça se fait comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on procède. On peut néanmoins s'interroger sur, effectivement, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de procéder? Est-ce qu'on n'est déjà pas trop tard sur tout un tas de défis? On le voit sur la question de la décarbonation par rapport au changement climatique. Manifestement, on a été un peu trop lentement, quoi. Donc, si, quand bien même les choses se font comme ça, on peut tout de même s'interroger si c'est vraiment la bonne façon de procéder, quoi. On peut en douter, au moins. Et en même temps, je vais prendre le contre-pied du contre-pied, c'est les risques des retraits non planifiés. On a des expériences aujourd'hui qui sont produites récemment de retraits non planifiés. Alors, vous avez le cas du Sri Lanka qui, du jour au lendemain, les mecs, ils ont dit, bon, bah, OK, on n'a plus du tout d'intrants chimiques, c'est fini. Voilà, avec le plantage qu'on connaît, effectivement, on est dans une logique de retrait non planifié. On voit bien, si on essaye de faire les choses, non pas en transition sur le long terme, mais d'agir sur du court terme, on voit bien, c'est extrêmement compliqué. Autre exemple de retrait non planifié, bon, ça, vous avez les images en tête, ça, c'est pas drôle du tout. Bon, c'est un peu marrant de le montrer comme ça, mais voilà une logique de retrait non planifié et la catastrophe que ça peut engendrer derrière avec les images qu'on a en tête. Et puis, le dernier point, qui se pose, et là, Peter Stegmaier, c'est un collègue de l'université de Twente aux Pays-Bas, dans la version en anglais du bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui s'intéresse lui à la question de la maintenance du retrait. C'est-à-dire, si vous arrivez à retirer une technologie un jour, personne ne vous dit que dans 10 ans, il y a des gens qui vont revenir derrière pour essayer de vous la recoller à nouveau, quoi. D'ailleurs, ça marche avec le nucléaire. Et puis, je prenais cet exemple on en a parlé ce matin, ces pesticides qu'on a introduits à un moment et puis un gouvernement un peu plus conservateur arrive derrière et choisit de les réautoriser. Donc, il y a aussi un enjeu autour de ça. Arriver à faire décliner une technologie, ça ne signifie en rien que quelque part, elle ne va pas revenir à un moment donné. Et voilà, j'ai terminé.